Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le portrait d'aujourd'hui nous envoie à la rencontre de Koïta Biagui, un entrepreneur qui a fait de l'élevage son activité principale. Titulaire d'un bac+5 en marketing, ce jeune cadre est aujourd'hui propriétaire d'une ferme de 5 hectares. La Côte d'Ivoire abrite en ce moment même le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La cérémonie se tient au parc des expositions d'Abidjan. Un parterre de personnalités du football y prend part. Les différentes poules sont connues ce soir. Au Gabon, l'ancienne première dame Sylvia Bongo est en prison. Elle est incarcérée de façon provisoire. C'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'elle a été écrouée à Libreville. Elle est mise en cause pour des crimes économiques. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le journal. Commençons par la rubrique de ce jeudi. Il est désormais logé dans la même catégorie que ces entrepreneurs qui osent. Koïta Biagui, un passionné de l'élevage qui a tout abandonné pour s'y consacrer, titulaire d'un bac+, tout abandonné en 2021 pour ouvrir sa ferme dans la ville d'Azaguié. Aujourd'hui, l'élevage s'avère florissant, la ferme s'est agrandie et mesure 5 hectares. Biagui, un passionné de l'élevage, un sujet d'Abdulaziz Guira et Maïssa Kogueï. Azaguié, au sud de la Côte d'Ivoire. Ce terrain de 3 hectares, une propriété de Biagui Koïta. Il a construit une ferme sur cet espace qu'il a aménagé en 2018. Pourtant, sa première expérience dans l'entrepreneuriat agricole date de 2016. J'avais vraiment la passion de bien faire et tout. Malheureusement, pendant ce moment, je travaillais pour un autre employeur. Donc, je gérais les deux activités séparément, mais c'était vraiment difficile parce que les équipes sur place n'arrivait pas à me satisfaire totalement, jusqu'à ce que je fasse faillite et que j'arrête totalement la ferme pour reprendre maintenant ici. Cet échec cuisant ne l'empêche pas de rebondir. Sa nouvelle ferme a déjà fière allure. Dans cet enclos logent des coqs de race et d'autres espèces de volailles et de caprins. Ces sujets font l'objet d'expériences. Biagui envisage de produire une nouvelle race de poulet assez particulière. Ici, on a un cochin et quelques brahmas et une poule faverolles là-bas. Et là aussi, on a un gros coq connu. Ces sujets-là sont là pour un but précis. Je veux faire un croisement avec entre ces coqs-là et des poules pondeuses pour avoir une race d'hybride qui vont me donner de la chair. La ferme de Biagui compte près de 2000 pondeuses réparties dans 2 enclos. Avant d'y accéder, un rituel est nécessaire. J'ai dû tremper les pieds dans la pédiluve, donc il faut pouvoir désinfecter les pieds avant de rentrer dans le bâtiment. Et il y va pour la santé des animaux. Là, on a les pondoirs. C'est là que très tôt le matin, les poules viennent pondre. Donc on peut voir même déjà des œufs. Il y a encore des œufs parce que le dernier ramassage de la journée n'a pas encore été fait. Ce ramassage se fait 3 fois au cours de la journée. Les pondeuses produisent environ 400 plaquettes d'œufs, soit 12 000 œufs par semaine. Ces œufs sont principalement vendus à des supermarchés. Ici, on nettoie les œufs parce qu'on a des clients comme des supermarchés à qui on livre des œufs. Et la condition première, c'est que les œufs soient très propres et filmés. Biagui prévoit aussi l'élevage de bovins et d'ovins. Pour ce faire, il a acquis 2 autres hectares du terrain contigus à sa ferme. On a une trentaine de moutons aujourd'hui. À la base, il y avait un bélier et 7-8 brebis. Donc pour la plupart se sont reproduits ici, tout doucement, jusqu'à ce qu'on atteigne ce nombre-là. Chaque année comme ça, je n'avais pas besoin d'acheter de moutons. Je venais juste piquer là pour aller faire la fête de Tabaski. Maintenant, comme ils commencent à devenir nombreux, je pourrais en vendre certainement pour la prochaine Tabaski. Ces bâtiments en construction serviront de lieu d'accueil pour de nouveaux animaux et aussi pour des formations. On a les 2 grands bâtiments pour les pondeuses, les futures pondeuses. Donc on va mettre des nouveaux sujets ici qui seront à cheval sur les autres et de sorte à ce que quand ici on aura le début de ponte, là-bas elles seront assez vieilles et puis on va les écouler. Les 2 hectares de terrain s'étendent jusqu'à ces barrières de protection. À leurs pieds, on peut apercevoir des déjections d'animaux de la ferme et cela s'explique. Ici, on a notre compostage en cours. Alors, on a pris nos fientes de poules pondeuses pour venir créer du compost bio pour une future production végétale.
Donc le grand site que vous voyez là sera pour le projet des cultures hors sol. Donc on va utiliser ces fientes-là comme engrais pour produire des légumes. Pour gérer sa ferme, Biagui dispose de 4 employés et 2 stagiaires. La masse salariale s'élève à près de 500 000 francs CFA. Ça fait 3 mois que je suis. Il est très bon, il nous traite avec bon cœur. Tout se passe bien. On arrive à faire des mélanges de traitements. En tout cas, c'est un bon chef. À chaque moment, il est là, bon, il vient nous rendre visite. La visite terminée, Biagui embarque pour la ville. Il est là pour moi. Donc, pardon, va avec les autres. Vous allez attacher les œufs pour mettre dans la voiture pour que je puisse prendre ton parti. Allez-y. Il doit sillonner les espaces commerciaux qui l'approvisionnent en œufs. L'idée est de s'assurer de la satisfaction des clients. Il prend aussi avec lui des œufs qu'il doit emballer pour une prochaine livraison. Bien avant de regagner la ville, Biagui fait une escale à quelques kilomètres de sa ferme. Ici, il mène une activité de pisciculture. Sur cette étendue d'eau, Biagui prépare une production d'un peu plus d'1 tonne de poissons, bientôt disponibles sur le marché. Ici, on a les alevins. Donc, quand on commence ici à les faire grandir, progressivement, on les met dans les grandes cages là-bas pour l'engraissement. Et au bout de 6 mois, on a du bon poisson bien frais à offrir à nos clients. On a 3 types de poissons. Au niveau des carpes, on a les carpes rouges et on a les carpes dites chinoises, mais c'est des carpes, c'est le tilapia, on va dire. Et aussi, on a le mâchoiron. Au début, on a commencé avec 4 cages flottantes. Aujourd'hui, nous sommes autour de 16 cages. Biagui a dû tout laisser pour se consacrer à l'élevage. Le dernier poste qu'il a occupé était rémunéré à plus de 850 000 francs CFA. Il disposait également d'une voiture de service et d'une dotation en carburant de 200 000 francs CFA. Tous ces avantages ne l'ont pas empêché de se consacrer à sa passion. Ce qu'il me fallait, c'était cette vie-là, cette vie de campagne où je suis au four, au moulin pour faire de la production et tout, parce que c'est au-delà de la passion. Déjà, comme j'avais une bonne base en marketing, j'ai pu faire des prospections, avoir des clients. J'ai même des clients des supermarchés comme clients. Donc le côté commercial, il n'y a pas de problème puisque moi-même j'assure ce volet-là. Et donc le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la production. Il faut que je puisse optimiser la production pour que le business puisse être assez rentable. Commune de Bingerville, à une trentaine de kilomètres de la ferme d'Azagui. Dans ce supermarché, Biagui est le principal fournisseur d'œufs. La qualité de ses produits fait la différence. Ses œufs sont irréprochables parce que depuis qu'on a commencé à travailler avec lui, vraiment ça se comporte très bien. Lorsque les clients viennent, ce sont ses œufs d'abord que les gars demandent et après on demande pour les autres. Donc on a décidé de rester uniquement avec lui puisque la qualité et puis également la forme de ses produits, c'est bien emballé, c'est toujours bien présenté. La journée de Biagui s'achève ainsi. Il doit à présent rejoindre le domicile familial où une autre tâche l'attend, s'occuper des commandes des clients. On connaît la nouvelle présidente du Sénat ivoirien. La Chambre haute sera dirigée pour la prochaine législature 2023-2028 par Kandia Camara. Elle a été élue ce matin au siège de l'institution à Yamoussoukro. L'ex-ministre des Affaires étrangères est la première femme qui va diriger l'institution depuis sa création en 2016. Les eaux de ruissellement des pluies de ces derniers jours sur la ville balnéaire de Grand Bassam stagnent aux abords de l'autoroute et menacent même cette voie internationale. Et cela du fait d'un système de drainage inapproprié, voire inexistant, ce qui affecte l'activité des producteurs de maraîchers et enclave également le quartier proche du Vitib ainsi que des garages automobiles. Le constat sur place avec Théodore Zouzou, Kader Bachil et Dieudonné Silué d'Onima. Autoroute Abidjan-Grand Bassam, précisément à un peu plus de 200 mètres après le péage, direction la ville balnéaire. C'est un lac qui s'est érigé aux abords de cette voie internationale. Le maïs et divers autres produits cultivés des maraîchers sont en partie couverts par les eaux de ruissellement qui ont stagné. Une situation difficile pour ces femmes. Ce qu'il nous a fait là, salade, persil, chou, et puis poivron, piment, concombre, aubergine, tomate, et puis les feuilles là. Quand l'eau vient trop là, ça gâte tout. Ce sinistre n'impacte pas seulement les producteurs de produits maraîchers. Les populations de ce quartier de Grand Bassam
propriétaires de véhicules ne sont pas non plus épargnés. En tout cas, l'eau là est trop. Quand il pleuvra seulement, on ne peut pas rentrer. Nous, on a peur de rentrer. On est obligé à cause des enfants. Bon, moi, j'ai dedans, on fait comment? On n'a pas l'autre solution. Je venais au garage là pour voir ma voiture. Là, je suis bloqué là. Voilà. C'est pourquoi j'ai réfléchi comment passer en fait. Ici, c'est toujours comme ça. Quand il pleut, donc on prend nos précautions parce que toujours il y a l'eau. Voilà, comme il a plu depuis le matin, c'est pourquoi je porte mes bottes pour traverser. Le moteur des véhicules en panne ou non est coupé. Les voitures sont poussées pour traverser le bassin d'eau. Des techniques conseillées en vue de protéger le cœur des voitures, chose qui n'arrange pas le mécanicien propriétaire de ce garage. Quand il pleut, l'eau rentre jusqu'où il y a l'autoroute, là, goudron. Quand c'est comme ça ne va pas, on ne peut pas travailler. Quand la voiture vient comme ça, c'est obligé, on travaille dehors ici. Ou soit, on laisse la protéger la voiture, il va partir avec ça. Quand c'est comme ça ne va pas. Ils ont fait là où il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de caniveau, mais l'eau bloque. Et puis devant là encore, où ils ont fait clôture des trucs à tôle là devant là. On va arriver au pont béton là. Là-bas, même, ça a bloqué l'eau, mais l'eau même ne bouge même pas. Le drainage de ces eaux n'est pas fait et cette autoroute demeure en cette petite saison des pluies sous la menace d'une inondation. Ce lac qui éprouve la production de maraîchers et les garagistes illégalement installés sur le domaine public peut être, si rien n'est fait, un nid de gîtes larvaires pour les moustiques. Rendons-nous à présent à Mbayakro où une diversité culturelle nous a séduits. Le canton Adjé-Abé, un sous-groupe dont les patronymes sont à la fois Baoulé et Abé, cette ethnie de l'Agné-Bitiassa. Le peuple Adjé-Abé est assez méconnu et traduit pourtant une extraordinaire diversité culturelle comme celle dont la Côte d'Ivoire a le secret. À Adi-Yapikro et à Kwasi-Kwasi-Kro, le reportage de Théodore Zouzou et Clément Boko. Sur l'enseigne de ce foyer polyvalent est inscrit Adi Yapikro, une inscription qui émane de Yapi, un nom abé en pays baoulé. Et oui, ici, dans le village d'Adi Yapikro, les noms sont à consonance abé, une ethnie de la région de l'Agné-Bitiassa. Les habitants de ce village font partie du canton Adjé-Abé. Nos aïeux sont quittés au Ghana. Quand ils migraient pour venir en Côte d'Ivoire, ils sont venus avec un monsieur du nom de Adi Yapi. C'est lui qui est venu, il est d'origine Abé, Ati-Abé. C'est lui qui est venu créer le village Adi Yapikro. À l'origine, c'est Ati-Abé. À un peu plus de 4 km de là, le village de Kwasi-Kro, chef-lieu du canton Adjé-Abé. Ici, au quartier Cocody, une autre explication de l'appellation Adjé-Abé est donnée par cet ancien. Quand tu m'as provoqué, que je te trappe, quand je vais te frapper, si tu n'as pas sué, je ne te laisse pas. C'est ça qu'à cause de ça qu'on appelle Abé Adjé. Adjé, c'est un surnom, nom de force. Ils ont la force. Quand ils ont parlé avec toi, ils vont te frapper jusqu'à tu vas chier. C'est ça on dit les Abé Adjé. Donc nous sommes les Abé, Abé Kokobla Abé. Nous sommes venus du Ghana avec les Abé. Mais ici, le nom Adjé, c'est un nom de force. Au quartier résidentiel, le chef définit les limites de son canton, mais reste dubitatif quant à la signification exacte d'Adjé-Abé. Canton Adjé-Abé, qui s'étend sur la sous-préfecture de Mbayakro, la sous-préfecture de Ouélé et la sous-préfecture de Banguera. Le canton compte au moins une quarantaine de villages. Abé, déjà, nous sommes venus avec ce nom-là dans la mouvance depuis le royaume de Sakassou, quand la reine est arrivée là-bas et les uns et les autres ont pris des directions différentes. D'aucuns disent que dans le groupe, il y avait des Abé originaires d'Agboville qui étaient au devant de notre mouvance. Donc certainement, c'est cette relation avec les Abé qui étaient dans le groupe et au devant du groupe qu'on a pu avoir le nom Abé. C'est des gens vraiment difficiles. Si tu as des problèmes avec eux, et s'ils doivent te tabasser, ils vont te tabasser jusqu'à ce que tu fasses caca sur toi. C'est à partir de ce moment que Adjé, là, dans notre langage, qui signifie caca, est resté sur
Abbé Adjé. Le sénateur de la région de Lifou, fils du village, ayant travaillé sur le sujet avec des chercheurs, est catégorique. C'est un peuple baoulé et effectivement il y a plusieurs versions. En fait, les descendants de ce peuple sont les cousins de la reine. Et quand la reine s'assoit, on se met à gauche. Donc Bessou. D'ailleurs, le colon qui a compris, c'est pour ça qu'ils ont créé le canton Abé. Pour lui, les raisons de cet amalgame fait par les uns et par les autres sur les Adjé-Abé sont liées à la migration de la reine Ablapoku et son peuple. À la traversée de la Komoué, Ekrifou, qui est un cousin de la reine lui a demandé de rester les derniers à traverser. Et quand ils ont traversé, elle les a mis derrière parce qu'ils savent se battre. Et il y a eu une grosse pluie. Et ils ont perdu la trace de la reine. Ils sont descendus un peu plus au sud et ils ont trouvé les abbés d'Aboville. Et qui, eux, ont dit que la reine a traversé un peu plus au nord et ils ont donné leur fils, Yapi, qui est un prince, pour les conduire à la reine. Et la reine a été retrouvée dans la région de Boaké. Et elle a dit donc à Ekrifou, Eniwa Ben, j'ai des bagages importants que j'ai pris vers Tiasalé. Et comme les porteurs de Tiasalé étaient moins fatigués, ils marchaient plus vite que nous. Et quand on arrivait vers Boaké, on a perdu leurs traces. Comme toi, tu sais retrouver les gens avec ton abbé, allez-y à la recherche de mes bagages qui se trouvent avec ce peuple qui est parti. Et donc, c'est à la recherche des bagages de la reine Ablapoku que nous sommes retrouvés dans la zone de Mbayakro. Les Adjé-Abé ne sont ni Agba ni Sonon, encore moins Nguin. Ils constituent un sous-groupe baoulé à part entière. Leur langue a été impactée par le voisinage, surtout les Agba et les Ando. Les Adjé-Abé sont moins connus comme d'autres groupes ethniques du département cosmopolite de Mbayakro. Et c'est bien sûr toute cette diversité culturelle que l'Afrique et le monde découvriront lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qu'accueille notre pays. La cérémonie de tirage au sort se tient d'ailleurs en ce moment même au Parc des Expositions d'Abidjan. Un parterre de personnalités du football sont présents à cet événement. Le tirage au sort marque véritablement le début de la compétition avec la constitution des différentes poules. Par ailleurs, en prélude au tirage au sort de la CAN 2023, le président de la Confédération africaine de football a tenu à rassurer l'opinion et tous les amoureux du ballon rond. La CAN en Côte d'Ivoire aura lieu et elle sera même l'une des plus belles fêtes du football jamais organisées. Patrice Motsepe a réuni la presse nationale et internationale pour réaffirmer le vœu et les ambitions de la CAF pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Samuel Metch, Oda Legbe, Arsène Kouassi. Entouré par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosingomba, et du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, le patron du football africain, Patrice Motsepe, a confié de façon précise aux nombreux journalistes présents à Abidjan pour le tirage au sort que la CAN 2023 se tiendra bel et bien en Côte d'Ivoire malgré les derniers événements sur le stade d'Ebempe. Le message que j'aimerais que vous reteniez et que je voudrais faire passer, c'est que le plan A, le plan B, le plan C et tous les autres plans sont la Côte d'Ivoire. J'ai des retours sur l'état d'avancement de toutes les infrastructures ici en Côte d'Ivoire, la qualité des stades, les différentes pelouses sur lesquelles vont s'entraîner les équipes nationales qualifiées pour ce tournoi. Je suis confiant sur l'état de tous les stades dans ce magnifique pays, que ces infrastructures seront prêtes. Je suis convaincu qu'ils répondent aux standards, y compris le stade d'Ebimpe. Propos confirmés par le secrétaire général de la CAF qui s'est voulu très rassurant. Aujourd'hui, par mesure de précaution, ils ont doublé les drainages. Ces travaux ne permettent pas de jouer les matchs amicaux de la FIF samedi et puis l'autre contre l'Afrique du Sud. Donc le temps que ça va prendre, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines. Donc en novembre, oui, en novembre, ça sera praticable. Un message clair que Patrice Motsepe tenait à envoyer à l'Afrique et au monde entier tout en saluant les gros investissements des différents États africains en faveur du développement du football.
Cité en exemple, la Côte d'Ivoire travaille énormément pour réussir ce grand rendez-vous du football africain attendu par 200 nations à travers le monde. Au mois de novembre, nous aurons un match contre les Seychelles qui va se dérouler à Ebempe. À ce moment-là, vous verrez que tous les problèmes qui avaient été constatés seront résolus. Je saisis l'opportunité pour remercier le président de la CAF et tout le comité exécutif pour la confiance placée en notre pays. Patrice Motsepe a promis aux journalistes de multiplier les rencontres avec eux et les instances de la CAF afin de trouver des solutions pour faciliter leur travail de couverture des différentes compétitions organisées par l'institution. Hors de nos frontières, au Gabon, l'ancienne première dame Sylvia Bongo est en prison, incarcérée de façon provisoire. C'est dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'elle a été écrouée à Libreville. Elle est mise en cause pour les crimes économiques. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi.